Bien, merci Daniel. Donc, je vais très rapidement vous parler un petit peu de l'IRSI, et puis après on développera sur effectivement ce que sont les nouveaux métiers. Alors, on va voir si la ZAPAP infernale fonctionne. Alors, je vais juste me contenter d'un slide, ça ira plus vite. Donc voilà, l'IRSI, bon, ça s'est construit dans le temps. Hein. En fait, vous savez que le groupe Subdeco en fait, a deux axes de recherche privilégiés, qui sont d'un côté le tourisme, de l'autre côté ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, que vous connaissez bien. Dans ce cadre, donc, l'IRSI a été partie prenante avec l'EXI de l'organisation de ces universités d'été avec E5T, puisque le thème de la transition énergétique s'inscrit pleinement dans la problématique de la responsabilité des entreprises. Et on va voir plus en détail pourquoi. Alors, bon, l'IRSI s'est créé, enfin au début ça ne s'appelait pas l'IRSI, hein. Les premières formations, on a été l'une des premières écoles de France à proposer des masters spécialisés, donc management de l'environnement, à partir de 1999, qui a été initié par François Petit. À partir de 2005, on a développé l'enseignement de la RSE dans tous les programmes. C'était assez intéressant, puisqu'à partir de 2005, ici même, je faisais l'un des premiers cours de RSE au sein de l'école et en général au sein des écoles de commerce en France, puisque ce n'était pas quelque chose qui était présenté auparavant. Et ensuite, on a développé de multiples activités. Alors aujourd'hui, on a structuré ça autour de l'IRSI, qui est l'Institut de la responsabilité sociale par l'innovation, et qui a différentes vocations. L'une des vocations que vous vivez en live, c'est l'organisation de conférences. Alors il y a à la fois dans les conférences, d'événements, des congrès scientifiques purement, puisqu'on est une école, vous savez qu'il y a des systèmes d'accréditation, ce qui fait qu'on est on est donc dans une logique académique de publication, on organise des congrès académiques, mais on organise aussi des congrès professionnels, à dimension professionnelle. C'est le cas ces 2 jours, et c'est très intéressant pour nous, enseignants-chercheurs, parce que on se nourrit de l'expérience que vous nous amenez, l'expérience des entreprises, pour ensuite donner des exemples avec de la chair à nos étudiants, puis des exemples up-to-date. Donc on a cette partie événement, on a bien évidemment aussi toute une logique, alors je ne fais pas tout à fait dans l'ordre, d'accompagnement, par exemple au sein de l'école, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous avez entendu parler de la norme ISO 26000. La norme ISO 26000 qui est en fait plus un guide d'implémentation de la RSE dans les organisations. Et l'IRSI a pour vocation, par exemple, d'aider l'école, en tant que conseil interne, à implémenter cette démarche de responsabilité sociale au sein de l'école. Et bien évidemment, au-delà de ça, on a aussi une vocation, ce qui va alimenter notre activité de recherche, d'accompagner les entreprises. Alors on accompagne différentes entreprises, là vous voyez différents noms d'entreprises, en fait qui sont structurées en 2 grandes chaires d'entreprises. On a la chaire RS et ISO 26000 d'un côté, la chaire transport de l'autre. Alors ces chaires sont composées de différents partenariats avec des entreprises, ces partenariats qui ont vocation à durer 3 ans et qui sont renouvelés. On a donc mis en place ces partenariats. Alors dans le cadre de ces chaires, nous, notre rôle en tant qu'enseignants-chercheurs, c'est d'accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre de démarches nouvelles qui demandent une réflexion. On est dans une logique où on va s'enrichir mutuellement. C'est-à-dire que l'entreprise, je vais prendre le cas de Fleury Michon, puisqu'on a une personne, notamment Fleury Michon dans la salle, puisque c'est un peu notre chaire historique, qui voulait mettre en place une démarche responsable. Alors au début, quand on a commencé cette démarche, je vous avais perdu de vue. Quand on a mis en place cette démarche de RS, l'ISO 26000 n'était pas finalisé. Et donc il y avait un grand enjeu d'expliquer ce que c'est à l'entreprise, l'ISO 26000, mais aussi tout simplement de voir comment on pouvait utiliser une norme qui avait vocation à s'appliquer à toute forme d'entreprise dans le monde, qui touchait tous les secteurs et qui s'adressait à toutes les tailles d'entreprises, et pas seulement des entreprises, ça peut être aussi des organisations publiques. Hein, donc en théorie, ça va de la TPE-PME jusqu'à la multinationale, qui peut être implantée dans n'importe quel pays du monde et qui peut être de statut public-privé. Donc c'est une norme très générique qu'il faut ensuite traduire et adapter. Et donc on a cette vocation, en tant que chercheur, d'aider les entreprises à s'approprier ces normes qui sont parfois un peu complexes.
Et c'est un processus qui se fait dans le temps long. Et nous, ça nourrit directement notre enseignement, ça nourrit notre recherche dans un premier temps, puisqu'on s'aperçoit que notamment la recherche, en matière de recherche, alors on est en sciences sociales. En sciences sociales, je reviendrai dessus, mais les enjeux, et on fera le point avec la transition énergétique, c'est la démarche, avec la transition énergétique, où c'est les coûts qui vont souvent freiner cette transition énergétique. Donc, nous, l'enseignement qu'on fait, qu'on propose aux étudiants, et là je rebondis sur ce que disait Dominique à l'instant, c'est que l'enseignement, quand on enseigne les aspects environnementaux, les aspects liés à la transition énergétique à nos étudiants, on ne va pas leur donner des recettes toutes faites. Parce que le monde change tellement vite qu'entre aujourd'hui et demain, les recettes toutes faites qui fonctionnent aujourd'hui, elles ne fonctionneront plus demain. L'environnement aura changé, les technologies auront changé, tout aura changé. Donc nous, ce qu'on essaye d'apporter à nos étudiants, c'est des méthodologies de réflexion. On leur explique comment nous, on s'y est pris dans l'entreprise pour implémenter de nouvelles démarches, les difficultés qu'on a rencontrées, et comment on a élaboré de nouvelles solutions. C'est plus un apprentissage du processus d'élaboration de nouvelles solutions. Ce qui permet de comprendre un certain nombre de choses. Alors, typiquement, qu'est-ce qu'on peut faire en cours si je fais le lien avec la transition énergétique? Ce qu'on a vu au cours de ces 2 jours, c'était très intéressant. On a vu, sur l'aspect technique, la transition énergétique, il y a de multiples solutions qui existent. On a vu des solutions liées à l'éolien, on a vu des solutions liées à la biomasse, on a vu des solutions liées au solaire, même à l'hydrogène. On a vu une très large palette, je ne vais pas revenir sur toutes les solutions qu'on a vues. On a vu qu'il y avait un fort soutien, une volonté de beaucoup d'acteurs, à la fois des entreprises d'y aller, de structures de conseil de les y accompagner, de la puissance publique de les aider dans une certaine limite. On a vu qu'il y a des régions qui se mobilisent, il y a des villes qui se mobilisent, il y a toute une série de mesures qui sont faites pour y aller. On a parlé d'écologie industrielle, on a parlé d'économie circulaire, il existe plein de choses. Pourtant, souvenez-vous de ce qu'ont dit hier à la fois Corinne Lepage et le professeur Bell, c'est que la transition énergétique, finalement, elle se fait quand même tout doucement, voire même ce que disait le professeur Bell, c'est que statistiquement, sur 25 ans, ça n'a pas tellement changé. Alors comment expliquer que d'un côté, il y ait tant de solutions qui existent? On a eu un exposé très intéressant sur l'énergie solaire qui montrait qu'en plus, le solaire devenait très peu coûteux, dans bien des cas plus intéressant même que l'électricité nucléaire, et pourtant, ça avance, mais pas tant que ça. En fait, ce qui est intéressant de comprendre, et là je reviens aussi sur l'exposé qu'on a eu hier du professeur Bell, qui parlait des défaillances du marché, et c'est ce qu'on va expliquer à nos étudiants. Pourquoi finalement la transition énergétique se fait si doucement? C'est que le marché connaît des défaillances, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en économie des externalités négatives. Exemple très simple, quand je prends ma voiture, je paye l'amortissement de ma voiture, je paye l'essence que je mets dedans, mais le marché ne met pas un prix sur ma contribution au réchauffement de la planète, ne met pas un prix sur les nuisances sonores que je génère, ne met pas un prix sur toutes les externalités négatives, puisque les externalités, par définition, échappent au marché. Ce qui fait que, concrètement, les outils qu'on utilise, par exemple l'entreprise, vous êtes dans l'entreprise pour la plupart d'entre vous, en gros, vos indicateurs, c'est des indicateurs comptables et des indicateurs de valorisation boursière. La comptabilité, c'est quoi? Quand on a ces outils comptables, c'est juste à un moment donné qu'un certain nombre de personnes, par convention, se sont mis d'accord sur la manière de mesurer la profitabilité d'une entreprise. Mais en fait, c'est une convention, et dans cette convention échappent plein de choses, et notamment tout l'aspect environnemental. Donc c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs tout un travail de recherche sur la comptabilité verte, qui peut être mené au sein d'Oré, entre autres, mais qui va aider à aider les entreprises à mesurer le prix réel de leurs dépenses énergétiques. Et on s'apercevra dans ce cas-là que les énergies renouvelables sont peut-être beaucoup, beaucoup plus rentables que les énergies fossiles. Pardon. Oui, juste 2 minutes. Une minute? Alors, à peine 1 minute. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc c'est juste aider nos étudiants à comprendre ces problématiques globales
Puis bon, si vous avez des questions... Très bien, on en reparlera tout à l'heure. Merci Pierre, merci beaucoup.